Mais lors de votre séjour carcéral, certains journalistes sont les mêmes jusqu'à vous donner votre statut de journaliste, jusqu'à ajouter vraiment souvent des paroles qui sont un peu déplaisantes. Je prends le cas de Marwan Ben Yahmed, qui disait que si Ademagaï est un journaliste, moi je suis un plombier. Comment appréciez-vous ces interventions? D'abord, pour ce qui est de Marwan Benjamin, il n'est pas impossible que je le traîne en justice. Ben, il est trop jeune, lui. Quand je traitais avec son père et que j'amenais des millions d'euros à Jeune Afrique, lui, il est à l'école, il était dans... C'est l'ange ou quelque chose comme ça. Donc si aujourd'hui il commence à parler, c'est que, bon, vous savez, c'est la jeunesse. J'ai été journaliste avant lui. Je suis diplômé d'une école de journalisme. J'ai pratiqué le journalisme dans les structures les plus importantes qui soient au monde. Et je suis connu et reconnu comme intervenant sur les plateformes les plus importantes des médias dans le monde, que ce soit CNN, Al Jazeera, France 24, National Public Radio, Newsweek et j'en passe. J'ai dirigé le plus grand journal africain à Londres, West Africa Magazine. J'ai dirigé la plus grande structure de communication régionale ouest-africaine à la CEDEAO comme directeur de la communication. J'ai dirigé la communication du groupe Ecobank, le plus grand groupe bancaire. J'y ai produit des résultats. Maintenant, si certains encore doutent que je suis journaliste, ce n'est pas grave. J'ai épuisé la part que j'avais dans le journalisme. J'ai eu la chance de rencontrer les Nelson Mandela en exclusivité, de rencontrer des Kofi Annan, d'avoir couvert la Maison Blanche, de rencontrer les John Garang, d'avoir parcouru le continent africain, d'avoir été impliqué à tous les grands événements concernant ce continent pendant la deuxième moitié pratiquement du XXe siècle, que ce soit la conférence de Bâle, les grandes conférences de la Banque mondiale. Qu'est-ce que vous voulez que je dise encore? Si des jeunes pousses qui ne connaissent rien, qui ne savent même pas que je fais partie de ceux qui ont créé le Synpix, se lèvent pour dire que monsieur n'est pas journaliste, je crois que, vous savez, c'est l'ignorance. Comme ils ne savent pas, je tolère. Que répondez-vous à ceux qui disent que Adamagaï est un prétentieux, c'est un mégalomaniaque, il est imbu de son savoir? Vous savez, dans le journalisme, l'une des règles, c'est d'éviter les adjectifs et les adverbes. Croyez-moi, je suis un talibé. Je suis d'une simplicité totale. J'ai été élevé dans le terroir. Et ça, c'est resté en moi. Quant à dire que je suis imbu de mon savoir, je suis mégalomaniaque, je suis prétentieux, il n'y a pas de problème, j'assume. Où est le problème? Est-ce que ce sont des tares? Je ne suis pas allé en prison pour avoir volé. Je n'ai pas détourné, je ne suis pas incriminé pour viol, je ne suis pas incriminé pour escroquerie, je ne suis pas incriminé pour vente de drogue, je ne suis pas incriminé pour terrorisme, je ne suis pas incriminé pour quoi que ce soit qui soit contraire aux intérêts de la nation. Les questions qui s'appliquent à ma personne sont secondaires. Aujourd'hui, comment jugez-vous la façon avec laquelle nos ressources naturelles sont gérées par l'État? C'est un scandale. Le Sénégal est en train de devenir très rapidement le modèle à ne pas copier en matière de gestion de ressources naturelles. L'anti-modèle du Sénégal l'est aujourd'hui. Ces ressources sont pratiquement perdues avant même de sortir de terre ou des océans. Et donc, je crois qu'il faut qu'il y ait un débat sur un tel sujet. Nous avons vu dans le monde des pays qui ont su bien gérer leurs ressources naturelles, que ce soit la Norvège, que ce soit même certains pays arabes traditionnalistes, comme l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Qatar. Mais on a vu aussi des contre-exemples. Vous savez très bien que le Venezuela aujourd'hui est au bord de la faillite, bien qu'il y ait la plus grande ressource en hydrocarbures au monde. Vous avez l'Angola, vous avez le Nigeria, vous avez le Gabon. Beaucoup de ces pays, notamment en Afrique, sont des exemples où la malédiction des ressources est une réalité. Le fait que Macky Sall ait laissé son frère être impliqué dans ça a rendu la chose toxique. De sorte que le risque aujourd'hui, c'est que les investisseurs vont commencer à évaluer le risque Sénégal avant d'y venir. Ensuite, nous avons le plus grand danger de voir que cette économie de ressources naturelles, qui est souvent une économie d'enclave, où les ressources sont exploitées par des sociétés technologiquement beaucoup plus avancées, puisse nous passer au nez à la barbe, parce que les accords qui sont signés, ce n'est pas évident de les remettre en question. Parce que le droit des investissements
qui couvre ces ressources naturelles est protégé par un certain nombre de traités connus et reconnus dans le monde, en particulier la Convention de Washington qui a créé le Centre international de résolution des disputes sur les investissements de CERDI. Or, en vertu de l'article 25 et des tests Salini, le grand risque est que les pays ne peuvent pas faire face aux multinationales. Et il y a des sentences arbitrales qui sont couvertes par le traité de New York de 1958 de l'ONU, qui permet, n'est-ce pas, d'appliquer les sanctions arbitrales concernant les pays, opposés aux pays. Donc, si nos gens ont mal négocié, comme je le crains, comme je le sais du reste, nous sommes mal barrés, nous avons perdu ces ressources, des miettes ont été données à des gens qui ont été corrompus, et le Sénégal risque de se retrouver avec ses yeux pour pleurer. Ça veut dire qu'il n'y a aujourd'hui aucune possibilité de renégociation de ces contrats-là? Il y a des négociations, il y a des renégociations, mais ces renégociations ne seront pas faciles. Il faut savoir que les traités sur les droits des investissements, ce qu'on appelle les traités bilatéraux d'investissement TBI, ont été créés après les décolonisations, principalement pour protéger les intérêts des pays coloniaux occidentaux. Aujourd'hui, les pays africains qui essaient de se rattraper ont commencé à mettre en place des mécanismes d'arbitrage, notamment l'OHADA, créé en 1993 par le traité de Port-Louis. Cela n'exonère pas ces pays de leur engagement au-delà du continent. Parce que les grandes sociétés qui viennent, genre BP et autres, Exxon, qui viennent sur nos territoires pour chercher des ressources naturelles, préfèrent se couvrir par ces instruments qui sont hors du continent africain. Alors si vous voulez récupérer vos ressources à travers une renégociation, mais il faut bien savoir que ces grandes multinationales ont des armées de juristes parmi les plus pointus qui connaissent le droit des hydrocarbures et qui ont négocié en verrouillant toutes les possibilités de renégociation. Alors, dans le passé, évidemment, il y a eu des remises en question d'avantages qui étaient concédés à des multinationales. Si bien que dans la deuxième moitié du XXe siècle, quand des concessions pétrogazières ont été données à des multinationales occidentales, les pays arabes qui étaient les premiers producteurs de ressources naturelles et aussi des pays comme le Mexique ou le Venezuela, à un moment donné, se sont dit il faut que ce soit renégocié. Et il y a eu des actions qui ont été enclenchées avec la création en septembre 1960 de l'OPEP, puis avec des coups de poing tapés sur la table par des leaders nationalistes comme Kadhafi en 1969, qui a renégocié avec Enrico Mattei, le grand patron de la firme italienne Eni, qui par la suite a été tué dans un accident d'avion douteux. Alors, ce qui se passe, c'est que cette période-là de nationalisme des ressources qui avait permis à ces pays de revenir sur les engagements qui donnaient des concessions sur leur territoire à des multinationales qu'on appelait à l'époque les 7 sœurs, notamment BP, Shell, Exxon et j'en passe. Cette situation-là n'est plus en vigueur. Les multinationales ont appris à prendre leur avance, leur distance, notamment en mettant des clauses de stabilisation, clauses qui les protègent, ce qui fait que ce ne sera pas évident. Et pour le faire, il faut trouver des avocats et des professionnels aguerris qui ne se trouvent pas dans nos pays, notamment pas au Sénégal. Il faut aller les chercher ailleurs, aux États-Unis et ailleurs, et il faut les payer rubis sur l'ongle au prix fort. Malheureusement, l'orgueil qui prévaut dans notre pays fait que les gens se disent, écoutez, pas question qu'on fasse ça. Nous voulons le faire par nous-mêmes. On continuera de se fourvoyer comme on l'a fait en négociant ces contrats parce qu'on a dit de Macky Sall qu'il était un professionnel du pétrole et du gaz alors qu'en réalité il n'en sait rien du tout. Ou presque. Bon, aujourd'hui, pour exiger la transparence dans le domaine bien sûr des ressources naturelles,
pensez-vous que réellement le combat que Armin Bock est en train de mener pour exiger cette lumière-là sur la gestion des ressources, ce combat-là quand même puisse aboutir à avoir la transparence? C'est déjà un bon pas qu'il y ait des Sénégalais, quelle que soit leur situation, qui se préoccupent de nos ressources naturelles. Donc ça, c'est une excellente chose, qu'ils soient là à faire l'effort de remettre en question, n'est-ce pas, la gestion opaque de nos hydrocarbures. Maintenant, je crois qu'il ne faut pas s'arrêter à un combat national ou nationaliste. Il faut l'internationaliser. Il faut que les instances qui doivent connaître de la situation soient mises à jour. Et je parle en particulier de la bourse de New York. Je parle des instances judiciaires, notamment le ministère américain de la Justice, le Foreign Corrupt Practice Act en Angleterre, aux États-Unis, le Serious Fraud Office en Angleterre. Tous ceux qui doivent savoir, les médias internationaux doivent savoir. Et les institutions qui veillent au refus d'une criminalisation, d'une exploitation corruptogène de nos ressources, que ces gens-là soient désignés du doigt et poursuivis. Maintenant, le danger qu'il y a dans nos pays, c'est que ce soit Arluniou, Bopp et d'autres, s'appuient sur des institutions qui ne sont pas forcément les plus efficaces, les plus efficientes, les plus opératoires, du genre EITI, l'initiative pour la transparence des industries extractives, ou encore Transparency International, qui sont, hélas, je le crains, des relais, n'est-ce pas, des intérêts occidentaux dans nos pays. Il faut qu'il y ait une expertise qui soit développée, notamment au niveau de Arluniou Bock, mais au-delà, pour qu'on puisse mener le combat avec quelques chances de le gagner. Je dirais déjà, dans ce sens, une des actions à mener, c'est que le débat soit intensifié ces jours-ci pour que Macky Sall ne puisse pas aller en Afrique du Sud, comme il l'entendait, le 9 octobre, faire, pas le prix, faire un appel, une vente de licence des blocs d'hydrocarbures. Parce qu'il n'a pas le droit de le faire. Les ressources en hydrocarbures, ce sont les ressources naturelles, ça appartient au peuple. C'est ce que dit la Constitution sénégalaise. Il faut arrêter Macky Sall, il n'a pas le droit de faire ça. Et je pense que le timing est essentiel pour mener ce combat-là. Peut-être deux dernières questions. Concernant surtout l'actualité politique, c'est allé très vite cette semaine. On a vu l'inauguration de la mosquée de Massalikul Jinan par le Khalif général des Mourides, occasion pendant laquelle il y a eu des retrouvailles entre l'actuel président de la République, M. Macky Sall, et l'ancien M. Abdoulaye Wade. Quelques jours après, il y a eu l'élargissement aussi de Khalif Sall, avec qui vous avez peut-être, vous êtes vu en prison. Alors, comment analysez-vous vraiment ce contexte-là politique vraiment? Je pense que c'est une situation qui évolue et qui va encore évoluer rapidement. Mais je ne veux pas me prononcer là-dessus. Je comprends la démarche du Khalif général des Mourides. Les sages dans le monde entier, leur vocation est de toujours arrondir les angles. Les religieux à travers le monde ont un rôle dans la résolution des conflits. C'est connu, la communauté San Elgidio du Vatican a joué un rôle dans la paix au Mozambique, là en Casamance aussi. Et dans le cas du Sénégal, c'est quelque part bon qu'une autorité respectée comme le Khalif des Mourides puisse s'impliquer un peu pour arrondir les angles. Maintenant, de là à commencer à faire tirer des plans sur les comètes et à faire des conclusions définitives, je me garderai de le faire parce que en réalité il y a des problèmes qui sont en suspense. Nos deniers qui ont été pillés, qu'est-ce que ça devient? Que deviennent les défis non résolus du pays, l'échec des politiques depuis l'indépendance dans la gestion du pays. Voyez-vous, le fait qu'on ne parle pas ou plus suffisamment des inondations, on ne parle plus de la crise de l'éducation, on ne parle plus des accidents, la dette et
On oublie même de parler de celle qui me semble être la vedette, quelque part reléguée au second plan de cette inauguration, la jeune fille qui a conduit les travaux, Marianne Seck Sall, je crois, ou je ne sais plus comment, cette jeune fille-là, et le rôle des femmes dans ce pays, quand on commence à voir les femmes par leur éducation et tout, qui donnent le pion aux hommes, et que malheureusement, au moment où on se mettait à parler de Macky et Abdoulaye Wade dans un accord qui est problématique parce qu'il n'a pas révélé tous les tenants et aboutissants, on oublie, n'est-ce pas, cette jeune fille-là, et on parle des jeunes filles qui vont vendre leur corps pour s'acheter, n'est-ce pas, des téléphones portables iPhone. Ça, c'est, je pense, quelque part, l'un des points faibles d'une presse qui ne sait pas mettre le curseur, n'est-ce pas, sur l'essentiel et parfois se laisse distraire selon les circonstances du moment. Vous avez décidé de quitter Facebook. C'est un fait avéré? D'abord, je dois aller me soigner. Je dois aller faire le bilan de ma santé. Je pense que je vais partir ce vendredi, Inch'Allah. Je vais prendre un recul sabbatique pour passer du temps dans une grande université, me reposer et réfléchir, écrire et peut-être revenir. Mais je pense que le besoin de prendre du recul est là, c'est nécessaire, parce qu'il y a tellement de choses qui ont été dites sur mon propos qui sont fausses. On m'a fait passer pour un prétentieux, c'est faux. On m'a fait passer pour un mégalomane, c'est faux. Tout ce que je dis, c'est la vérité, c'est des faits. Je vous dis, je mets encore au défi Macky Sall. Et tous ceux qui sont derrière lui à vouloir chanter ses louanges, je les mets au défi. J'ai les preuves. J'ai toujours écrit et les faits ont été confirmés. Notamment quand j'étais en prison et que les Sénégalais ont commencé calmement à plonger dans mes écrits, l'idée qu'on voulait leur faire croire que j'étais quelqu'un qui insultait, qui s'occupait de la vie privée des gens, ils ont commencé à fracasser cette image-là qu'on a voulu me coller. Je pense que ce sont ces Sénégalais-là à qui je suis redevable de ne pas les décevoir. Mais quant à tous ceux qui ont profité de ce moment passager pour débiter du n'importe quoi sur mon compte, soit ils répondront devant la justice ou répondront par ma plume, y compris sur les réseaux sociaux. Ils savent que je ne suis pas quelqu'un qui se laisse faire. J'ai dit une fois, je ne suis pas une lettre qu'on met dans une poste. Quand on m'a amené à Rebeuss, allez leur demander si j'étais un roc ou pas. Demandez même à l'administration comment je me suis comporté. Demandez à Macky Sall comment je me suis comporté. Et demandez aussi à ceux qui ont pris le risque d'écrire et de débiter des choses qu'ils savent fausses, et comment ils dorment aujourd'hui. Je crois qu'ils ont des nuits agitées parce qu'ils savent, soit ils répondront devant la justice, soit ils feront face à ma plume.